Retour dans cette émission, l'autre journal numéro 101, avec nos invités Francis Napokura, patron du journal Tampa Express, et Ferdinand Haïté, patron du journal L'Alternative. Toutes mes excuses, si ça arrive. Voilà. Nous allons aborder l'autre sujet concernant la vie chère, tout ce que nous avons évoqué sur ce plateau tout à l'heure. Voilà, se retrouve dans ce sujet, la vie chère, la vie sociale, parce que c'est tout cela qui engendre, Francis, tu l'as dit tout à l'heure, dans le développement, voilà, tout ce qui se passe au port autonome de Lomé, qui se parle, les tasses concrètes, tout cela engendre la vie chère. Mais comment aujourd'hui juguler cette vie chère-là sur les Togolais qui trouvent? Pour juguler la vie chère, c'est un serpent à plusieurs têtes, hein. C'est pas facile. Parce que les mesures que prennent les gouvernants, ça ne fait rien. Et oui, vous savez, le Tampa Express, hein, le numéro 18 qui est devant nous, nous parle de combien gagne le chef de l'État, qui, n'est-ce pas, est traité comme plus qu'un pupille de la République. Donc, c'est-à-dire que c'est le peuple qui, par ses cotisations, impôts et autres, contribue au bien-être du chef de l'État, au point où on ne sait pas à quel niveau, parce qu'il est plus aisé que tout le monde. Il ne manque de rien. Mais seulement, on constate que ce bien-être que le peuple, n'est-ce pas, donne gracieusement à ses dirigeants, n'est pas en retour partagé. Ça veut dire que lui n'a pas, disons, senti qu'il faut aussi donner à ce peuple suffisamment. Et c'est pourquoi on voit les mesurettes qui sont souvent prises. Et à la veille de chaque mesure du gouvernement pour atténuer la vie chère, on constate que le gouvernement déjà a infligé des taxes déjà en amont. C'est-à-dire que quelques semaines avant, nous allons voir qu'avant même la sortie de ces mesures d'atténuation de la vie chère, en faisant des abattements sur certains produits, la TVA sur certains produits, le gouvernement a déjà augmenté le prix du carburant. Et quand vous voyez, on descend, on voit que même la TVM, les postes de péage ont été faits, et subitement après on dit que voilà, telle mesure nous allons prendre pour atténuer. Prenez la liste des produits que le gouvernement a cités. Mais le lait, combien de personnes, combien de Togolais prennent le lait par jour? D'accord? Et les huiles, c'est les femmes qui pratiquement nous imposent de l'huile à la maison. Parce que de l'huile, nous, présentement, personne ne veut encore manger à base de l'huile. On préfère manger autre chose que de prendre de l'huile. Donc, voilà de ces produits qui ont été cités et qui ne rentrent pas vraiment dans le panier de la ménagère en tant que telle, de la majorité du moins. La farine du blé, aujourd'hui, le manger du pain. Nous, on a même fait un article, l'utilisation du bromate et puis du formol dans la fabrication du pain, ce qui ne sert même plus à la consommation, surtout le pain avec la farine du blé. D'accord? Donc, vous voyez, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le riz, qui est consommé par beaucoup de Togolais. Il y a le maïs qui est consommé par beaucoup. Donc, ces denrées-là, c'est ça qui nous intéresse. Et on n'a pas à nous dire que ces denrées, forcément, doivent être importées. Puisque aujourd'hui, le marché mondial, qu'on le veuille pas, on a dit, les prix des biens ont monté sur le marché international. On a vu avec la guerre en Ukraine et en Russie, comment le marché mondial a totalement chamboulé. Maintenant, c'est au plan local, qu'est-ce que nous allons prendre comme disposition? On sait qu'au Togo, dans chaque localité, il y a une riziculture. Au Togo, nous, il y a quelques années, à Bassar, c'est la brasserie, c'est-à-dire la brasserie qui a fait que, brasserie et Lomé, qui a fait que le riz de Bassar est devenu cher et qui n'est plus à la portée des populations. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? À l'époque, il fallait simplement subventionner les agriculteurs, les riziculteurs à accroître leur production de riz. Tout comme tout dernièrement, ça a été fait à Covier. Donc, partout, quand je vais à Kpalimé, de Kpalimé, de Kpadapé jusqu'à Akpélé, vous avez des rizicultures.
D'accord? Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que nous devons forcément attendre du riz de l'extérieur pour manger. Donc ça, il faut que les gens s'y prennent. On voit le maïs. On doit augmenter la production du maïs. Qu'est-ce que sont devenus ces projets de 2012 à 2015? Plus de 600 milliards ont été investis dans l'agriculture. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de trouver une surface irrigable en tant que telle pour pouvoir faire des produits contre saison. C'est un problème. On doit questionner les gens, ceux qui ont dépensé tout cet argent, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Parce qu'aujourd'hui, c'est inadmissible qu'on nous dise que nous attendons l'extérieur encore pour avoir les vivriers. Aujourd'hui, quand vous prenez la tomate, vous prenez l'oignon, ça nous vient du Burkina et du Niger, mais du Mali. Donc, c'est inadmissible. Donc, voilà des programmes qu'on doit revoir. L'élevage, on doit l'accentuer. C'est des priorités, normalement, de notre État et notre attente que nous allons tout importer pour manger. Donc, la vie ne peut être que chère si nous attendons de l'importation. On doit pouvoir cultiver les zones qui sont reconnues de grande production. Aujourd'hui, l'igname au Togo est devenu un bien de luxe pour manger du foufou aujourd'hui. Moi-même, la dernière fois, je suis allé au marché. 6 tubercules que j'ai acheté, ça me faisait 10 000 francs CFA. 6 tubercules d'igname. C'est cher. À 10 000 francs CFA. Donc, imaginez, il faut absolument qu'on revoie. Qu'est-ce qui fait que la production a reculé? La dernière fois, les gens nous ont apporté une nouvelle culture qu'ils appellent le soja, qui a renvoyé les populations des cultures ordinaires, des vivres, c'est-à-dire que nous cultivons le soja pour alimenter les bétails à l'extérieur, et nous-mêmes, nous avons nos greniers vides. Donc, voilà beaucoup de questions et des réponses à trouver pour que on puisse produire. C'est-à-dire que si seulement c'est la boîte tomate en boîte qui coûte cher, mais je comprendrais. Pendant ce temps, nous avons la tomate locale. L'oignon, on cultive aussi localement les vivres. Donc, si ce qui coûte cher, c'est dans le supermarché, ça regarde les gens qui mangent dans le supermarché. Au moins, nous allons manger naturel au pays. Voilà des choses qu'il faut pour lutter contre la vie chère. L'agriculture, revoir l'agriculture de base, l'agriculture qui nous permet de garantir, comment l'appelle-t-on, la sécurité alimentaire. L'élevage, c'est très important. Revoir comment nous élevons nos animaux, que ce soit les bœufs jusqu'à la volaille, pour voir qu'est-ce qui fait que ça coûte cher. Subventionner, on ne peut pas faire de l'agriculture pour dire que les gens locaux vont distribuer les roues et puis peut-être 2 bols d'engrais. Non. L'agriculteur, même jusqu'à l'Union européenne, la reine d'Angleterre, à un moment donné, c'est eux qui reçoivent les plus fortes subventions de l'Union européenne pour produire. Et ils produisaient où? Dans des pays comme le Zimbabwe et autres, c'est là-bas qu'ils avaient les terres. Mais on les finance, on les subventionne. Et quand on parle de subvention, c'est que l'État sait que l'agriculture, en tant que telle, n'est pas rentable. D'accord? Donc, on met les moyens à la disposition des gens pour qu'ils produisent, pour nourrir le pays. Voilà. Merci beaucoup. Et Ferdinand, visiblement, les Togolais n'ont encore rien vu, hein, puisque le pire est devant avec cette vie chère. Oui, le pire est devant nous. Et il y a une interview de Gilbert Humbo, directeur du FIDA, et il est en fin de mandat avant d'aller, je pense, au BIT, qui disait que les Africains doivent intensifier la production locale et que la famine est à nos portes, si on est déjà là. Vous savez, le monde évolue par des crises. Le monde n'évolue jamais dans la stabilité. C'est les crises qui font évoluer le monde, parce que les crises permettent à l'homme de reconnaître ça et de reconnaître ses limites et de trouver d'autres solutions. Vous voyez par exemple aujourd'hui ce qui se passe en Europe avec la guerre en Ukraine et les relations entre l'Occident et la Russie. Chacun est en train de redéfinir ces relations. Les gens sont en train de trouver des solutions en tournant le dos aux partenaires anciens, de trouver des solutions, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Et nous en Afrique, généralement, quand il y a des crises comme ça, on dort, on est sur nos lauriers, bon bien on fait des commentaires, on prend des positions, on ne se dit pas, mais qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette crise-là pour
ne plus être dépendant de l'extérieur. Certains pays se réveillent déjà, mais nous au Togo, on est encore là à regarder, à observer. Si vous prenez un hélicoptère ou un avion et vous sillonnez le Togo, de Lomé jusqu'à Ségassé, je ne suis pas sûr que vous verrez depuis le haut des surfaces qu'on a cultivées sur plus de 20, 30, 50 hectares. Comme on voit souvent des cultures dans les pays, quand vous êtes dans l'avion, vous voulez atterrir, vous voyez des terres cultivées, bananeraies, bananes plantains et maïs sur des kilomètres, parfois sur des centaines de mètres. Vous ne voyez absolument rien de tout ça, voyez-vous. Et donc ici, les gens font des productions assez modestes, hein, de quelques hectares, parfois pour des particuliers. Les paysans, comme Francis vient de le dire, continuent de cultiver à la roue. On a mis de l'argent dans l'achat des tracteurs que des paysans devaient louer. On a amené des tracteurs qui ne tiennent pas. Personne n'a été inquiété. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, du coup, aujourd'hui, tout ça participe à la vie chère. Vous n'avez pas une production suffisamment... vous n'avez pas une production suffisante pour alimenter, pour nourrir vos populations, alors que c'est dans ce pays qu'on a dansé depuis des années animation sur l'autosuffisance révolution verte et animation politique sur l'autosuffisance alimentaire. On a dansé dans ce pays pendant des années et là on se retrouve, il n'y a pratiquement rien. C'est les pays voisins qui nous nourrissent. On a certes quelques plantations de riz, il y a la plaine de Diagbélé. On nous a dit qu'on devait faire une culture de riz là-bas, que ça devait couvrir quoi. On a dégagé les gens, on a exproprié les gens. Vous allez aujourd'hui à Diagbélé là-bas, il n'y a rien. Mais ils ont un bâtiment du ministère de l'Agriculture. Il n'y a rien. Et pourtant, c'est des milliards qui ont été débloqués par, je pense, la BADEA, la banque, je ne sais pas, un peu sahélienne, arabe là. Et on a monté ce projet avec beaucoup de propagande. À la fin, c'est là-bas, si vous allez à Diagbélé. Même à Gomeglozou. Ils ont fait le système d'irrigation pour la riziculture aussi. Exactement. C'est un échec. C'est un échec. Vous voyez, on a dit, on va faire les agropoles. On connaît les zones où on peut installer les agropoles. Les gens, pour des raisons politiques, ont dit, par exemple à Kara, on sait que bon, il y avait la plaine de Agbassa depuis des années où on cultivait, il y a Bassar qui n'est pas loin. Les gens ont dit non, qu'ils vont mettre l'agropole à Pia, ils ont allé mettre ça, ça n'a pas marché. Ils ont mis ça c'est pour des raisons politiques. Ils ont dit on va mettre l'agropole à Pia, ils ont mis l'agropole à Pia, ça n'a jamais fonctionné. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, voilà comment nous participons nous-mêmes à appauvrir notre pays. Francis l'a rappelé tout à l'heure, on a mis beaucoup de milliards dans l'agriculture. Les projets, PADAT, PAZA, PAQUA, PPAO, même sont finis. C'est sérieux ce qu'on dit. Et vous retrouvez les chefs du projet en ville avec les 4x4, le week-end. Vous les trouvez à Palimé avec les filles. Ou vous les trouvez quand ils veulent voyager, ils sont dans les avions classe affaires. C'est l'Africain, quand il prend l'argent de projet, il prend avion classe affaires. Ou vous les trouvez dans des séminaires interminables. C'est au Togo et en Afrique, dans les pays francophones surtout, qu'on passe toute une année à faire séminaire de renforcement de capacité, séminaire d'adoption de documents, séminaire de quoi, et d'appropriation de documents. Et finalement, l'administration ne sert qu'à faire ça. Et l'administration est devenue même un frein pour le développement du pays. Parce que ces gens de séminaires où on dilapide de l'argent, c'est un réseau. Les hôteliers mangent, le chef de projet mange, tout, et certains même ne vont pas au séminaire, ils sont à Lomé, ils vont ici, ils prennent le perdien, et puis bon, c'est fini. Et il n'y a personne pour mettre de l'ordre dans ça. Donc on a mis beaucoup d'argent dans l'agriculture. Au bout du compte, on ne peut pas retrouver aujourd'hui des grandes surfaces où on a fait des retenues d'eau qui peuvent permettre aux paysans de faire des cultures de contre-saison, de faire ci, de faire ça. Il n'y a pratiquement rien. Et donc, les Togolais se retrouvent dans une situation compliquée. Et moi, je vous assure que les choses vont s'aggraver dans les jours à venir. Parce que la manière dont la flèche est en train de monter, elle ne va plus redescendre. Le carburant s'est déjà monté, et les prix des denrées c'est tellement monté parce qu'il n'y en a même pas. Vous cherchez aujourd'hui la banane plantain, jusqu'à Palimé, vous n'en trouvez pas. Qui sont des zones de production. C'est la Côte d'Ivoire qui envoie quelques bananes plantains que les gens achètent au marché aujourd'hui. Et donc, dans ces conditions-là, vous ne pouvez jamais régler le problème de la vie chère. Mais si on avait des dirigeants qui avaient une vision pour le pays, qui se sont dit, écoutez, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans,
notre pays va se retrouver dans des situations difficiles. La population s'accroît, il faut nourrir les gens et on fait des projets conçus avec beaucoup de rigueur. Je suis convaincu aujourd'hui que bon, on va subir le choc, mais le choc sera moins que ce qu'on est en train de subir aujourd'hui. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas se faire d'illusions dans ce sens que ça va continuer par s'aggraver, parce que le paysan qui cultive aussi a besoin d'envoyer son enfant à l'école, il va augmenter le prix des trucs. Celui qui transporte, le transporteur aussi a besoin de nourrir sa famille, il va augmenter les prix. Le carburant est monté, et donc on est dans un système tellement clair que, sauf les dirigeants s'en sortent, parce que eux ils ont tout. Ils ont les bons d'essence, ils vivent très bien, ils ont les prix, ils ont tout. Le peuple les a tout garantis. Et le peuple est dans la misère. Et je voulais aussi dire à nos amis de la diaspora que plus la misère va s'accentuer au pays, plus le poids sera sur eux. Parce que c'est eux, jusqu'à présent, qui tiennent le Togo. En tout cas, certains foyers, plus ou moins. C'est eux qui envoient de l'argent pour tenir le pays. Plus le pays va s'appauvrir, plus les gens vont faire des demandes vers l'extérieur. Parce que bon, c'est votre famille, c'est votre frère qui est resté au pays, c'est votre oncle, c'est votre tante. S'il a des soucis, vous ne pouvez pas l'abandonner. Et donc, le phénomène de la vie chère va continuer en s'aggravant. Certains pays sont en train de le comprendre. Et ont commencé par prendre des décisions pour bouger un peu les lignes. Mais nous, on est encore dans les slogans. On va voir quelques producteurs de pain. On dit oui, que bon, voilà, on prend les images, on dit oui, qu'ils produisent le pain. Et le producteur de pain, il faut le subventionner. Il faut le subventionner. Il faut qu'il agrandisse sa capacité de production. C'est pas ça, ce n'est pas un job d'un premier ministre d'aller visiter producteur de pain que pain local. Non, c'est pas ce qu'on. Le pain local. On sait qu'on a évoqué ça plusieurs fois sur les médias, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. On demande quand elle est partie voir. Ok, je vous apporte tel chèque pour agrandir votre chaîne de production. Est-ce que vous pouvez faire l'émulation pour que d'autres endroits à l'intérieur du pays puissent avoir cette possibilité de capter votre technologie? C'est ce qu'on lui demande, c'est pas aller faire visite et puis... Bon, le pain local, le pain à partir du matériel local. Les gens pensent que c'est maintenant que ça se fait. Les Togolais le font depuis. Mais c'est que c'est pas connu, c'est pas tellement consommé. Bomako le fait, il y a d'autres Togolais qui le font. Il y avait Tokinabo, voilà, les gens n'ont pas connaître. Voilà, les gens n'ont pas connu Tokinabo qu'on a mangé quand on était jeunes. Il y a des gens de l'ITRA qui ont fait des études là-dessus. Et donc, ce n'est pas nouveau. Le problème, c'est quoi? Quand vous dites, il faut arrêter d'importer le blé, ou bien le blé n'est plus là, on a des problèmes. Est-ce qu'on a une production locale, par exemple de manioc, suffisant pour faire la farine et faire le pain? Voilà. On n'en a pas. C'est ça le paradoxe, c'est ça le problème. On n'en a pas. Est-ce qu'il y a une production aujourd'hui au Togo qui peut suffire pour faire du pain localement et nourrir tous les Togolais? Il n'y en a pas. On va crier que le pain là est cher. Oui, il n'y en a pas. Parce que le manioc qui sera produit ne va pas être vendu aussi à vil prix. Exactement, il n'y en a pas. Alors, dans cette crise-là, qu'est-ce que l'État fait? L'État va dire, filière manioc, on met beaucoup d'argent. Ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture, dans telle région, on réquisitionne des hectares, on garantit. Les gens cultivent des maniocs et on se dit... Au bout de quelques années, on a une usine de transformation du manioc en farine et donc l'usine va alimenter les opérateurs économiques qui font du pain et les gens vont commencer à acheter de la farine au Togo. Et l'apport de l'extérieur ne serait qu'une partie. Mais là, ce n'est que des slogans, ce n'est que des phrases. On dit oui, il faut se passer du manioc de la farine de blé. Mais vous produisez quoi pour compenser ça? Vous ne produisez rien. On ne produit pratiquement rien. C'est comme on vous dit aujourd'hui, il faut se passer de la tomate en boîte. Est-ce qu'on produit suffisamment de tomates au Togo? Il n'y en a pas. On produit un peu, mais il n'y en a pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on produit les plantains? Non. Est-ce qu'on produit les oignons? Non. Est-ce qu'on produit, je ne sais pas quoi, même le gingembre? On n'en produit pas. Les pommes de terre, on n'en produit pas. Donc, nous avons fondamentalement... Nous avons la terre. Nous avons la terre pour ça. Cultiver, on a la terre pour ça. Les gens préfèrent confisquer les terrains, les acheter, les immatriculer, les mettre dans leur patrimoine, dire que j'ai ici 300 hectares, j'ai 500 hectares ici, il amène un cousin, il met là-dessus, ils font rien, il est content, et puis demain il meurt, et les gars se bagarrent sur les terrains. Et les gens se redistribuent dans le terrain. Donc, on a fondamentalement un problème de vision, et c'est ceux qui ont l'impérium, c'est ceux qui tiennent le pays, qui doivent tracer la vision, qui doivent définir le cap, et les autres vont suivre. Mais comme on le dit toujours, le Togo, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision. Le pays se gère comme si on gère un truc chaque jour que Dieu fait. Et là, on va se retrouver dans des contradictions. Vous voyez comment les femmes se plaignent.
Vous voyez tous ceux qui vivent du commerce du pain. Avec aujourd'hui, le manque de blé, c'est un chômage. C'est un chômage terrible qui ne dit pas son nom. Et donc, il y a même tous ceux qui font comment les beignets, les gâteaux. C'est aussi à partir du blé. Et justement, quand nous parlons des agriculteurs, ces jours-ci, ils crient leur désarroi compte tenu de l'engrais, parce que l'année passée, ils disent que l'année passée, l'engrais leur a été vendu à 10 000 ou 12 000. Mais aujourd'hui, c'est à 18 000. alors qu'au Mali, ça coûte combien? Je crois qu'à 12 000. Vous voyez le paradoxe. Non, vous voyez, en fait, le problème de l'engrais, c'est aussi énorme. Parce que l'engrais d'abord ne nous donne pas une agriculture saine. C'est clair. D'accord? Et puis l'engrais qu'on nous vend, je vous assure que beaucoup ne sont pas aussi productifs. C'est-à-dire que les gens mettent l'engrais, mais la récolte ne suit pas. Donc on ne fait pas des analyses préalables pour voir quel type d'engrais est utilisé. Si vous voyez, cette année déjà, et sur la région du sud, on nous dit qu'il y a l'engrais qui est dans les entrepôts, mais qui n'est pas encore distribué. Alors que le maïs est en voie de fleurir. Ça veut dire que quand on va sortir l'engrais, les gens risquent de le mettre et sans conseil, ils vont gaspiller seulement de l'engrais. Donc, ils diront que le maïs n'a pas bien produit. Donc, est-ce qu'il faut continuer d'utiliser l'engrais? On a l'État qui investit beaucoup, qui dit qu'il subventionne l'engrais à hauteur d'1 milliard par an. Est-ce qu'il n'est pas temps de voir d'autres façons de cultiver? Aller vers l'engrais organique, le compostage. Nous avons sorti un article dans l'un de nos numéros par rapport à ce que nous mangeons de façon malpropre, les cultures, avec l'utilisation des herbicides et autres. Mais c'est toute une chaîne nuisible d'abord aux paysans. D'abord, ils utilisent des herbicides, ils utilisent de l'engrais qui n'est pas en mesure d'accroître sa production. Et en fin de compte, c'est des maladies. C'est le cancer du sang, ou bien, je ne sais pas, c'est du cancer finalement. En fin de compte, on pense que c'est quelqu'un qui l'a envoûté. On utilise tout l'argent de la famille et au final, la personne meurt et le reste des terres, on les liquide comme ça aux gens. Donc, c'est un problème. Est-ce que nous allons continuer par cultiver à base des herbicides et avec de l'engrais? Il faut penser à autre chose. Comme il a dit, les déchets. Les déchets, si on les ramasse bien, on les trie bien, il y a des gens qui savent déjà faire le système de compostage. Il y a Inades Formation qui est là, ici au Togo pendant des années. Mais l'argent qu'on prend pour investir dans la subvention des engrais ou des intrants agricoles, cet argent, si on l'immobilise beaucoup, parce que même si vous avez suivi le discours de Assimi Goïta la dernière fois avec les agriculteurs, où ils ont même fixé le prix de l'engrais, il a en même temps parlé de la vulgarisation de la production à partir des compostages. Et c'est des choses comme ça qu'il faut pour nous, encore nous des pays qui sont sur la côte où la pluviométrie est favorable. Maintenant, au-delà de l'engrais, il a dit tout à l'heure, la banane plantain, si nos amis de la Côte d'Ivoire nous envoient la banane plantain, c'est parce qu'ils ont un système d'irrigation qui permet de mettre... Parce que la banane, les plantains, ne supportent pas la sécheresse. Donc toute la sécheresse que nous avons connue l'année dernière, très atroce, qui a même abouti et même au feu de brousse, mais ne favorise pas. Vous allez voir dès les premières pluies, bien avant, tous les plants de plantain tombent parce que ça ne supporte pas la chaleur. Donc les Ivoiriens, vous allez, c'est des hectares que les gens cultivent avec des systèmes d'irrigation, même des écoles à l'intérieur des champs. Mais la seule surface aujourd'hui au Togo qui est cultivée de façon scientifique,
c'est la sucrerie de Agné, qui est là depuis des années, entretenue par des Chinois. Ils ne font pas du bruit, ils produisent du sucre de qualité, mais qui n'est pas vendu sur le marché togolais, qui est systématiquement exporté. Et après, il faut du sorabi aussi. Voilà. Et après, on nous ramène des produits chimiques que c'est du sucre. Est-ce que vous voyez? C'est la seule plantation qui tient. Mais vous allez voir, si 2 jours on met ça dans les mains des Togolais, ça va tomber. Parce qu'ils vont danser avec. Donc voilà, c'est des initiatives comme ça, comme les plantations que nous voyons en allant arriver à Agné, qui s'étendent sur des... Et c'est eux-mêmes, le cycle depuis les pépinières jusqu'à la récolte et à l'usine, c'est eux-mêmes qui assurent. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'on doit projeter pour notre pays. C'est étonnant, c'est inimaginable que la région de Bassar, par exemple, n'est pas retenue pour les histoires d'agropole. Mais ce n'est pas normal. Même la zone de Palimé, l'agropole, ça doit tenir compte des réalités des localités. On peut déclarer des localités par production. On dit telle localité, c'est pour nous produire les vivres. Voilà ce que nous mettons à la disposition. Voilà les machines. Voilà. Mais si on ne le fait pas, on veut choisir des endroits par plusieurs critères politiques. Ça n'ira pas. On va faire des éléphants au pied d'Agir. Vous voyez, la révolution verte qui avait été pensée par Eyadema à l'époque n'était pas une mauvaise idée en soi, parce qu'on sortait d'une crise alimentaire. Et on a lancé la révolution. Si vous sillonnez aujourd'hui le Togo, vous quittez Lomé, vous allez à Balimé, on en a à Balavé, et juste après le camp, vous voyez les silos qui avaient été installés par Togo Grain. C'est-à-dire, à l'époque de Yadema, ce n'est pas à l'époque de Fort où on construit des magasins pour stocker le maïs. Vous voyez, c'est resté sur les carreaux. Quand vous quittez Lomé, vous êtes en train d'aller au nord, vous allez à Notien, il y a les silos implantés. Vous allez à Soutoubois, il y a les silos implantés. C'est que ce n'était pas pour rien. C'est parce que les régions étaient ciblées, parce qu'on sait que dans la zone de Notien, on peut avoir, et à l'époque également dans la zone de Palimé, l'agriculture était... Donc, ces silos ont échoué. Pourquoi? Personne n'a pu expliquer. Et c'est là, quand on passe, on voit, c'est comme, c'est-à-dire vous avez les larmes aux yeux. Voilà comment les gens avaient pensé au Togo. Et voilà, aujourd'hui où nous évoluons, on dit qu'on évolue et on veut gérer, sinon on veut stocker les céréales dans des petits entrepôts. Mais quand vous prenez les 2 sociétés de blé, fabrication de blé, la SGMT qui existait depuis, a ces silos de réserve du blé. Personne n'a jamais appris une fois que ces silos n'ont pas fonctionné et que le blé est gâté. Mais c'est ce qui se passait avec les silos de Togo Grain, où quand on stocke le maïs, à un moment donné, ça devient verdâtre et puis les gens ne voulaient plus. Mais qu'est-ce qu'il y a fait? Quand vous prenez la route, après à Détikopé, dans la zone des Pia, vous trouvez à gauche, c'est un privé qui a installé les silos, une usine pour la transformation du maïs en farine. Donc, qui stocke son blé. Si des privés arrivent à réussir des projets de stockage de blé dans les mêmes conditions que l'État a échoué, là, il faut se poser vraiment des problèmes. Donc, la crise que nous affrontons, elle va être viscérale, comme il a dit, parce que nous avons déjà des problèmes d'engrais. D'accord? Nous avons des problèmes d'engrais. Au niveau, par exemple, de la région septentrionale, le problème ne se pose pas encore parce que la période de maïs et autres n'est pas encore arrivée. Mais la pluie n'est pas en train de suivre parce qu'il y a eu un décalage de pluie quand la saison a commencé. Ce qui veut dire que la production risque de ne pas suivre. Donc l'inquiétude est là et persiste. Et ce n'est pas d'autres aujourd'hui qui vont produire pour nous vendre. Parce qu'on ne trouvera pas du stock pour importer. Donc il va falloir vraiment que le gouvernement prenne la chose au sérieux et qu'il puisse, comme le Sud est en train de rater déjà sa production céréalière, qu'il puisse braquer les projecteurs
sur le septentrion pour que les cultivateurs, les agriculteurs soient motivés à produire le maïs, le mil, et le sorgho, et haricots, et tout ça là, pour pouvoir garantir l'année. Sinon, ça va être vraiment très dur pour le Togolais. Voilà. Merci. Oui, Ferdinand, quelque chose à ajouter? Non, je pense que nous sommes dans le pays de tous les paradoxes. On est producteur de phosphate, on est incapable de mettre une usine d'engrais en place. Oui. Ils ont mis quelque chose là-bas à Kpémé. Quand vous allez, c'est les souris et les serpents qui occupent les lieux. On nous a parlé de phosphate carbonaté riche en quoi qu'on devait exploiter depuis Silence Radio. Vous savez que le phosphate, depuis quelques mois, déjà 6 mois déjà maintenant, est extrêmement cher sur le marché. Ça veut dire que c'est une opportunité pour le Togo d'engranger beaucoup de bénéfices. On ne dit rien, Silence Radio, personne ne dit absolument rien. Mais je pense qu'il faut encourager l'agroforesterie, parce que lorsque vous prenez la nationale numéro 1 pour aller au nord du pays, vous ne voyez qu'au bord de la route que des tecs. Il faut arrêter ça. Vous ne voyez que des tecs. Les tecs, on ne se nourrit pas avec les tecs. Vous ne voyez que des tecs. Aujourd'hui, les gens vous disent, oui, j'ai 100 hectares ici, j'ai 50 hectares de tecs, j'ai ceci, je veux vendre les tecs. Vous ne voyez que des tecs. Est-ce que j'ai menti? Vous prenez la route. Non, ce qu'ils disent, c'est très important. Parce que le tech, quand vous mettez le tech, peut-être c'est la première année ou la deuxième année, vous pouvez faire le maïs, le taro ou quelque chose dedans. Mais après 3 ans, c'est fini. Ce n'est plus une surface où vous pouvez faire une culture mixte. Alors que l'agroforesterie dont il parle, il y a des arbres que vous pouvez planter dans des champs, mais qui laissent pousser encore le maïs, qui laisse pousser le manioc et autres. Donc c'est très important. L'agroforesterie, voilà, les espèces d'arbres qu'il faut planter et qui peuvent permettre aux vivriers de continuer, occuper la terre avec les tecs. Et quand on occupe la terre avec les tecs et même avec le palmier à huile, ce n'est plus possible de faire autre chose à l'intérieur. Ça veut dire que c'est une terre bloquée, réquisitionnée. Voilà. Donc vous ne voyez que des tecs jusqu'à l'intérieur du pays. Ça donne l'image. Bon, c'est vrai, ça améliore un peu le couvert végétal, mais ça donne l'image d'un pays où les gens ne font absolument rien. Alors que vous allez dans d'autres pays, le bord des routes, là, vous voyez des champs qui ne finissent pas. Et vous voyez les gens qui travaillent. Donc nous, c'est les tecs. Et ça, c'est aussi la minorité qui fait ça. Les gens qui bloquent les terres, qui plantent les terres parce qu'ils ont l'argent et qui dépossèdent les paysans. Donc, le problème même de l'agriculture au Togo doit... Le problème de l'agriculture au Togo doit être conçu même à partir même de la terre. Il faut, c'est vrai qu'il y a le droit foncier au Togo, il y a tout ça, mais il faut véritablement reprendre une disposition pour permettre de mettre la terre à la disposition des coopératives pour que des gens puissent cultiver sur des hectares pour pouvoir nourrir les Togolais. Parce qu'aujourd'hui, vous avez envie de mettre un projet sur place, soit vous achetez le terrain, vous ne l'avez pas, ou même si vous l'achetez demain, il peut y avoir des conflits. Une collectivité peut se lever pour dire, bon, ceux qui vous ont vendu ne sont pas les vrais héritiers, alors vous passez tout votre temps au tribunal, donc à la fin, vous passez toute votre vie à régler le problème de paternité du terrain, vous ne faites rien, ou vous l'achetez, après, il y a d'autres soucis. Donc, il faut avoir dans chaque région une méthode pour créer des coopératives, réquisitionner les terres pour permettre aux gens de cultiver. On sait que dans telle région, comme Francis l'a dit, on fait de l'igname, on fait du manioc, on fait du riz, on réquisitionne les terres. Ici, on fait du mil, on fait du sorgho, on réquisitionne les terres. Ici, on va faire de l'oignon, de la pastèque ou je ne sais quoi, de haricots verts, on réquisitionne les terres. On fait de l'irrigation, on crée des retenues d'eau, on permet aux gens de travailler et même en contre-saison. Mais si vous ne le faites pas, vous laissez la terre en jachère, il n'y a pas de disposition pour protéger la terre, il y aura les conflits autour des terrains et l'agriculture sera totalement impossible, voyez-vous. Et donc, il y a tout un travail à faire, toute une réflexion à faire, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Nous sommes rentrés dans une crise qui va durer. Ce n'est pas une conjoncture, c'est systémique. Ça va durer parce que même en Occident, là, ils sont en train de sentir, ça va durer. Et là, si on y prend garde, nos couches sont déjà très fragile, très fragilisé les populations. Les gens ont des difficultés à boucler 2 repas ou 3 repas par jour. Là, ça va être compliqué et ça peut déboucher sur d'autres situations qui vont même fragiliser totalement le pays. Et ceux qui ont mis les terres en thésaurisation, ceux qui ont bloqué les terres des hectares,
il y a des choses qu'ils peuvent faire. Ils ont l'argent. Encore, ils s'accrochent au pouvoir. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, vous allez voir, hein, c'est des ministres à vie. D'accord? C'est-à-dire qu'ils n'apportent rien à leur communauté. C'est le lieu d'aller valoriser cette terre-là. Ils ont les moyens. Ils peuvent même demander au patron, hein, au chef de l'État, que nous voulons, disons, nous lancer ou bien lancer les populations dans l'agriculture. Chercher des bulldozers et puis des tracteurs, aller dessoucher les terres et les partager, distribuer aux populations. Ok, vous cultivez ici, hein, je vous donne 3 hectares, ça on n'a pas besoin que quelqu'un, en faire agriculture familiale mais groupée. Donc vous faites 2 hectares, vous faites des trucs, des produits, ok, je vous construis un forage, on vous fait un château pour vous permettre d'irriguer les champs, et au finish, soit moi-même je viens vous acheter les produits, ou même ma femme ou bien mon enfant viendra les récolter, on vous paie, ce n'est pas gratuit. Et là, ça permet aux gens d'avoir de l'argent et de travailler et de nourrir le pays. Au lieu de prendre les terres et déposer et mettre les techs là-dessus, là, on n'est pas en train de servir le pays. Donc, l'agroforesterie, c'est une bonne chose. Et puis aussi, penser à ne plus utiliser les substances chimiques comme l'engrais, les herbicides, hein, qui détruisent la terre et qui sont également des maladies pour nous et qui nous tuent. Parce que quand vous mangez, par exemple, un aliment qui est arrosé d'herbicides, le glyphosate, quand la période, voilà, par exemple, n'est pas passée, et puis on récolte, on met dans le plat, vous mangez, si vous avez les maux de ventre aujourd'hui ou la diarrhée, ça veut dire que vous avez ingurgité une substance qui va continuer de vous ronger. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, on va dire que c'est la mort subite, alors que c'est ce qu'il a mangé il y a 1 mois, il y a 1 an, qui a continué son travail. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, la douane, les taxes et tout, ce qui engendre la vie chère, comme si cela ne suffisait pas, c'est le terrorisme qui nous tombe dessus.